Il nous reste 5 petites minutes avant de commencer. Les échanges s'affusent. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à joindre un groupe. Si vous êtes tout seul, toute seule. Pour ceux et celles qui sont dehors, on vous invite à commencer à nous rejoindre. On va passer doucement en transition vers notre première table ronde. Venez, venez. À quel moment on est transmis? Allez. On attend encore la dernière, elle arrive, hein, Rodrigue. Ok. Ah, il y a une dernière intervenante. Elle a dit, je suis là vers 10h05 max. Alors, comment vont ces apprentissages, ces échanges? Est-ce que vous avez retenu des choses qui peuvent porter pour vous pour la suite? Est-ce qu'il y a des idées forces qui émergent comme ça, des apprentissages, des expériences que vous avez pu rencontrer des personnes? Parce que les expériences se font ça, pas sans les personnes, c'est les individus, n'est-ce pas? Vous gardez précieusement les petits papiers, les 3 feuilles de papier, vous les gardez avec vous. On va les utiliser pour l'atelier suivant, la table ronde suivante. D'accord? Venez, venez.
Je vous propose qu'on démarre. Je ne sais pas si on est déjà en transmission sur la chaîne YouTube du F3E. Oui, bonjour à toutes et à tous qui nous regardent à distance et bienvenue à ces tables rondes, à cette journée du F3E. Bonjour à ceux et celles qui sont pressantes avec nous aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'entre vous qui étaient hier et qui justement commencent déjà à amasser un capital et expérience partagée, on va l'appeler comme ça. Et aujourd'hui, on a comme il est l'habitude au F3E, un programme riche aussi des rencontres, un programme riche des capitalisations des expériences qui ont été menées par les uns et les autres. Donc, mais on a dû rajuster un tout petit peu notre programme que vous voyez là. Donc, à la place de commencer par la table ronde et pour une inclusion transformative qui est animée par la Fonda, nous allons commencer par la conférence débat autour de la question agir avec les habitantes des quartiers précaires. Et pour cela, nous avons la chance de compter avec un ensemble des personnes ressources, d'experts et des gens qui ont pratiqué, des praticiens, praticiennes de la démarche et du projet en question. Ensuite, malheureusement, vu qu'on a commencé avec 30 minutes de retard, la pause ne sera pas menée de la façon comme on a l'habitude, c'est-à-dire, et on va arrêter les choses et on va se poser là-bas. Mais par contre, vous avez toute la liberté d'aller vous servir un petit café, d'aller prendre un petit croissant. Vous n'êtes pas, bien sûr, enchaîné à vos chaises, au contraire. Et puis, par la suite, on va commencer par agir avec les habitants et on va passer à la table ronde par laquelle on devait commencer ce matin, qui est pour une inclusion transformative. D'accord. Donc, c'est notre journée. Et vers 13h30, on va partir dans la salle que nous connaissons déjà pour un bon repas. On va passer une heure, justement, à bien manger, je le souhaite, mais aussi à faire encore plus connaissance entre nous. D'accord. Donc, on y va avec la première table ronde. Tout le monde, everybody's here. Parfait. Donc, je vais passer la parole à Lilian Pioche, qui est coordinateur d'études EF3E, qui va nous introduire les intervenants et les intervenantes de ce matin. Lilian. Bonjour à toutes et à tous. Venez, on va s'installer directement. On va pas faire on n'est pas aux Jeux Olympiques. Essayons-nous. Donc pour cette table ronde qui s'intitule Agir avec les habitants des quartiers précaires, autour de l'expérience de la Fondation Abbé Pierre sur ces questions internationales. Mais Thierry nous en dira plus. Donc cette table ronde, elle se base sur une étude qui a été accompagnée par le F3E, une étude de capitalisation qui a été initiée par la Fondation Abbé Pierre. On verra avec qui, comment, sur quoi, etc. Voilà, donc on est sur un des leviers d'action du F3E, qui est l'accompagnement, éventuellement le cofinancement d'études, d'évaluation, de capitalisation et autres. Et donc, voilà, qui produisent aussi des réflexions, des apprentissages qui sont utiles à partager collectivement dans une rencontre comme aujourd'hui. Autour de sujets, vous le verrez, qui font écho à ce qui a été discuté hier déjà, de changement social, de genre, de participation, de citoyenneté, de territoire, et avec on va dire une application un peu concrète, précise sur ces questions de lutte contre l'habitat insalubre dans les quartiers précaires des pays en voie de développement. J'en dis pas plus pour nous parler de tout ça. Donc on aura Thierry Ergo de la Fondation Abbé Pierre, qui est responsable du secteur Solidarité Internationale. On aura Thibaut Simonet, qui est consultant au COTA, Bureau d'études associatifs belge, et Sophie Aouizerat, qui est intervenante chez YN Fairprod, c'est ça, et qui peuvent peut-être se présenter, si vous pouvez vous présenter quand vous serez amené à intervenir. Donc on va commencer juste le déroulé de cette table ronde. Donc Thierry va nous présenter rapidement ce que fait la Fondation Abbé Pierre, notamment sur l'international et puis sur ce travail de capitalisation. Ensuite, on va regarder un film qui a été produit dans ce cadre, qui dure une vingtaine de minutes. On prendra un temps d'échange avec vous à partir de ces deux premiers éléments, et puis ensuite on complétera avec des interventions de Thierry et Sophie pour aller un petit peu plus loin sur à la fois les contenus de cette capitalisation et les suites qui lui sont données dans la communauté des acteurs, actrices qui travaillent sur ces questions autour de la Fondation Abbé Pierre. Et donc on prendra une deuxième série d'échanges à la fin de la table ronde. Voilà. Donc je passe la parole à Thierry. Si tu dois avoir un micro, je pense, non ?
Bonjour à tous. Donc Thierry, responsable solidarité internationale à la Fondation Abbé Pierre. Donc la Fondation Abbé Pierre, qui est plus connue par son action de lutte contre le mal logement, surtout en France. Mais il n'empêche qu'elle intervient aussi à l'international, et ça depuis le début, depuis sa création, puisque c'était une volonté même de l'Abbé Pierre. Et il faut savoir que depuis le début des années 90, date de création de la Fondation consacre environ 10% de ses ressources à financer et soutenir financièrement, soutenir techniquement des projets à l'international. Actuellement, ça depuis déjà quelques années, on soutient financièrement et techniquement environ 20 à 25 projets par an sur différentes zones de la planète, principalement sur des pays pauvres, très pauvres, majoritairement, essentiellement. Principalement, il s'agit d'actions d'amélioration de l'habitat, puisque c'est notre porte d'entrée. On défend aussi la position de la Fondation Abbé Pierre à l'international. Ça rejoint ce qui est fait en France, en Europe et donc à l'international sur le droit à la ville, le droit au logement. Donc on développe quand même, quand on est à la recherche de développer de mieux en mieux une approche par les droits, en utilisant des projets d'amélioration, de reconstruction d'habitat. Depuis 2015, on s'est aperçu qu'on intervenait beaucoup, de plus en plus, dans des quartiers précaires, en zone urbaine. C'est de plus en plus un enjeu crucial, répondre à ces problématiques urbaines qui augmentent de plus en plus dans différentes parties du monde. On a voulu, par ce travail de capitalisation, déjà faire un état des lieux, avoir une mémoire de tous les projets qu'on pouvait soutenir dans ce secteur-là, de l'habitat urbain dans quartiers précaires. On a voulu faire ça surtout avec nos partenaires. Nos partenaires, il s'agit principalement d'ONG françaises, européennes, ou partenaires locaux qu'on soutient. On a voulu le faire avec eux afin de vraiment extraire toute la richesse qu'il pouvait y avoir et puis mettre en... essayer de voir s'il y avait des choses qui pouvaient ressortir cohérentes un peu dans tout ça, dans toutes ces actions menées, et donc réfléchir ensemble à une stratégie un peu plus commune, à des modes d'intervention qui pouvaient être développés d'une manière cohérente pour tout le monde, et puis surtout renforcer nos compétences, s'inscrire dans une logique apprenante, tout ça dans une volonté d'agir sur la transformation sociale. Voilà ce que je peux dire. De toute façon, le film qui va être présenté raconte un peu toute cette histoire de la capitalisation, qui a été aussi soutenue. Moi, je remercie le F3E, surtout Claire de Rassilly, qui avait participé à l'écriture avec nous pour mieux centrer nos idées sur les termes de référence de l'étude, qui a permis après qu'on puisse retenir quota. Et puis la capitalisation maintenant continue, puisqu'on est à l'époque d'après, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste édité un bouquin et on l'a mis de côté. Là, maintenant, on continue, on est plus dans un développement de réseau d'acteurs à travers une plateforme et certaines actions, production de contenu, afin de travailler sur la mobilisation citoyenne. Mais Sophie reviendra là-dessus après le film. Merci. Présentez-vous peut-être si vous voulez. Bonjour à toutes, à tous. Donc moi je suis Sophie Aouizerat. Je travaille pour Fairprod, qui est l'agence de production, de communication de l'association YGREN. Peut-être que vous connaissez plus le nom de YGREN que Fairprod. Donc voilà, c'est pour ça que je précise. Et donc on a travaillé avec la Fondation Abbé Pierre suite au travail de capitalisation qui avait été mené par le quota, pour justement la co-création de cette plateforme dont parlait Thierry, et puis ensuite une action de formation-action sur la participation des habitants. On y reviendra tout à l'heure. Bonjour, donc moi je suis Thibaut Simonet, consultant au quota, donc, qui est un bureau d'études associatif belge. Je précise associatif, c'est important puisqu'on a un statut d'ASBL, donc équivalent association loi 1901 ici en France. Et on a un ancrage historique très fort dans le milieu de la coopération au développement et du monde ONG en Belgique. On est d'ailleurs accrédité
en tant qu'ONG de développement, même si la majeure partie de notre action, c'est d'appuyer, de fournir de l'appui conseil méthodologique à des acteurs de changement social, donc des ONG, mais également des pouvoirs publics locaux, des agences de développement comme l'AFD ou Enabel en Belgique par exemple, des ministères, tous les acteurs engagés dans des dynamiques de changement social, pas nécessairement internationaux. C'est donc tout naturellement qu'on a travaillé avec la Fondation Abbé Pierre, puisque parmi nos métiers, la palette de métiers qu'on décline au service de l'apprentissage des organisations, il y a la formation, le suivi, l'évaluation, mais également la capitalisation, qui est un de nos axes de travail importants. Donc c'était intéressant pour nous d'être dans cette dynamique multi-acteurs proposée par la Fondation, dans laquelle on est entré de manière méthodologique en tant que structure d'appui. Et puis ça nous a amené à cheminer, aller vers des questionnements techniques et même politiques. On va avoir l'occasion d'y revenir. Et donc je tiens à préciser que je n'ai pas rédigé l'étude seul. J'étais accompagné au départ de Franck Signoret, donc, qui était lui aussi consultant interne au quota, qui a changé d'horizon en cours d'appui. Et donc c'est Vincent Pradier, que certaines d'entre vous connaissent, donc ancien directeur d'étudiants et développement, maintenant engagé et déterminé, qui m'a aidé à finaliser la rédaction de cet ouvrage. Et le film qu'on va voir donc, est la réalisation d'Éric Mounier, qui a travaillé en lien très étroit avec nous, puisque le film n'est pas seulement le reflet de l'étude, il en est une sorte d'extension complémentaire. Et donc Éric, Vincent, Franck et moi avons travaillé en lien très étroit, avec Thierry bien entendu, pour la production de ces différents livrables. Merci. Donc, on va passer au visionnage du film. La production dont parle Thibaut, c'est celle-ci. Vous en avez des exemplaires à la table de publication là-bas. Je pense qu'il y en a pas mal. Donc, vous pourrez voir après la table ronde. Mais on va commencer donc par regarder ce film qui dure une vingtaine de minutes. En 2050, 2/3 de l'humanité vivra en zone urbaine. L'expansion des villes se déroule aujourd'hui et sur tous les continents. Elle se produit dans les zones généralement délaissées par l'autorité publique et dans des contextes politiques, législatifs et économiques très différents. Les habitants construisent leurs logements avec leurs maigres ressources, alliant avec ingéniosité leurs habitudes de construction et les matériaux disponibles. Très souvent, ils ont reconstruit des habitats similaires à l'habitat traditionnel khmer, donc une maison en bois sur pilotis qui permet d'avoir un espace au rez-de-chaussée qui est un lieu de vie où les gens installent un hamac, les motos qu'on va garer là. Les gens passent souvent la journée en bas, à l'ombre. Ensuite, quand ils vont dormir, quand ils vont manger, ils vont à l'espace qui est aménagé à l'étage. Contrairement aux idées reçues, une partie importante de ces habitants est installée depuis plusieurs années, parfois plusieurs générations, et nombre d'entre eux ont un travail régulier. Je suis Racine Niang, dëkk Djiddah Thiaroye Kaw, sama formation électricien la quoi. Waaw léegi damay liggéeyal mairie léeg-léeg Senelec, léeg-léeg yenn entreprise Sonatel wala ay SDE yooyu léeg-léeg ma am ay chantier foofu quoi, ma am ay chantier foofu di liggéey ak ñoom quoi. Mais du tellement quoi, mais nag liggéey suñu liggéey yu ndaw yi moo ëpp quoi, ay bâtiment ak industrie léeg-léeg ñu am ay excitation liggéey ko courant bi léeg-léeg ñu am ay MT BT léeg-léeg ñu def réseau éclairage public. C'est des gens qui ont un travail journalier, donc qui sont payés au jour pour des tâches plutôt manuelles. La majorité des gens habitent dans les quartiers depuis plus de 20 ans, même si on a des migrations. On peut avoir des migrations entre quartiers, mais globalement, la majorité des habitants viennent de la commune ou de la région. Ma mère, qu'elle s'appelle Lalira Zayarmana, habite dans ce cabane depuis longtemps. À peu près il y a 50 ans de plus.
Il habite ici avec mes petits frères. Il me fait déjà 15 ans. J'habite dans cette maison. Les moyens dont disposent les habitants sont faibles en regard des besoins des familles. Les logements sont précaires et fragiles. Et à ces difficultés matérielles s'ajoute souvent le regard des autres citadins. Il y a un certain préjugé. Quand on dit les gens des bas quartiers, ils connotent ça comme une pauvreté économique, pauvreté d'esprit. Des fois, ça amène les gens à se considérer comme appartenir à un groupe déterminé. Comme ça, on fait partie du groupe des favorisés, que c'est ça notre situation. Au niveau de la Fondation Abbé Pierre, il est clair que dans notre plan stratégique là, sur les prochaines années, le but recherché est d'accompagner les habitants qui vivent au sein de ces quartiers précaires afin de travailler sur la transformation sociale et d'améliorer les conditions de vie, de travailler sur l'accès aux droits de ces populations-là, de rendre ces quartiers à la ville. La Fondation Abbé Pierre a mené une capitalisation avec ses partenaires engagés sur le terrain. Étalé sur une période de 18 mois, ce travail de capitalisation ne cherche pas à fournir une sorte de boîte à outils prête à l'emploi ou un mode d'intervention unique. L'objectif est d'ouvrir une réflexion nourrie par les expériences d'intervention, les contextes et les populations très diversifiées des partenaires. Au fil des échanges, des principes et des lignes directrices se dessinent, mais elles laissent toujours la place à l'adaptation aux situations particulières. Ce film s'inspire des principaux échanges. La FAP et ses partenaires cherchent à appuyer et à développer des initiatives locales. C'est un des axes stratégiques de son intervention. Ces initiatives peuvent avoir été prises par les habitants ou des organisations. Ici, à Madagascar, le partenaire de la FAP, ENDA, travaille avec plusieurs organisations malgaches, dont le CDA, une ONG implantée sur le site depuis plusieurs années. La participation du CTA à ce projet assure une certaine légitimité à la réalisation du projet même. L'ONG nationale était là depuis presque une trentaine d'années, donc connaît le milieu, connaît le mode de vie des gens, la façon de penser. On fait donc de construire une maison. C'est pas une maquette. Si la dynamique est vraiment intéressante, parce qu'on mutualise énormément de choses, ça reste un travail à réaliser à temps plein, un travail d'accompagnement du partenariat, de mise en place, de comment est-ce qu'on tisse des relations à la fois sur le terrain, mais à la fois en termes stratégiques, de réflexion, d'intervention dans les quartiers pour répondre aux objectifs. L'apport est souvent réciproque. Les organisations locales bénéficient aussi des compétences, du regard des ONG étrangères et de leurs expériences avec les bailleurs internationaux. We are very happy to receive experts from other parts of the world. And it's true that the problems we could have was about financial rules and all these kind of things that they were like not understanding why we would require so much paper and the need of transparency. And so we had to, at the beginning of the project, we did that training. La capitalisation menée par les partenaires de la FAP a confirmé la nécessité de collaboration entre ONG internationales et locales. Mais cette coopération entre des organisations qui ont des visions et des approches différentes est, en soi, un travail à part entière. Et il doit être pris en compte dès le départ du projet.
Le changement social est au cœur de la démarche de la Fondation. Quels que soient les partenaires et les pays d'intervention, il demeure un objectif principal. L'identification des besoins réels des habitants et de leurs moyens s'effectue avant le projet et s'actualise au fil de l'intervention. Les habitants sont invités à s'engager, à dessiner et conduire le projet. Mais si cette approche est commune à tous, elle prend des formes très différentes suivant les contextes, comme par exemple au Salvador, à Madagascar et au Sénégal. Fédération sénégalaise des habitants boo gisee ñu sos ko dañoo dëkkoon ci ay quartiers précaires yoo xam ne mbënn mi dañoo sonaloon ñu amoon ay mouvement associatif yi fa nekkoon def diagnostic participatif woo population bi lépp nag loolu moo ñu initié pour ñu mën a créer après ñoom ñu créer Urbasen loolu moo tax ñu créer Fédération sénégalaise des habitants. Si au Sénégal, la mobilisation des habitantes existait déjà avant l'intervention du programme, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Ici, au Salvador, c'est le partenaire local Fondasal qui a développé un modèle social coopératif et qui a créé une dynamique collective. Les habitants s'engagent à respecter des règles précises, notamment l'autogestion, l'entraide et la propriété collective. La propiedad colectiva y la única diferencia es que nada es de nadie, todo es de todos. Nosotros tenemos un contrato con la cooperativa solamente de uso y goce, ¿verdad? Nosotros no podemos vender, no podemos alquilar. Avant la réalisation du projet de logement, les habitants adhèrent à l'organisation collective qui fixe les règles de vie commune. Mais, pour autant, est-ce qu'une approche participative est nécessairement collective ? Ici, à Madagascar, ENDA développe une autre méthode. On a fait une approche vraiment familiale, on n'a pas fait une approche collective. Et si la logique de concentration géographique a bien fonctionné, on peut voir des aménagements successifs, ce qui est arrivé notamment dans un des quartiers d'intervention. Et là, ça donne un autre visage des quartiers aussi. L'approche participative peut s'appuyer sur l'existant. Elle peut passer par la création d'une organisation collective ou être individualisée. Mais, dans tous les cas, l'habitant demeure toujours au centre du dispositif d'intervention. La place des femmes dans les projets et dans les pays d'intervention ouvre de nombreux champs de discussion, d'ordre social, économique, culturel, ethnique ou politique. Parfois, le projet permet une certaine émancipation. Toda la formación que nos han dado, nos hemos formado como mujeres. Hemos aprendido a defender nuestros derechos, a empoderarnos como mujeres. Cuando iniciamos aquí, muchas veníamos tímidas, no sabíamos nada, no sabíamos ni hablar. Y aquí hemos aprendido tantas cosas. Entonces, implica que tienen que trabajar en la obra, pero también tienen que ir a trabajar o a vender para la subsistencia de su familia. Entonces, esa es todavía son de las cosas que vamos en el camino implementando algunas acciones afirmativas de manera que las mujeres puedan participar en este proceso. Quelques projets ont également mis en place des activités génératrices de revenus. Comme ici, au Sénégal, ces ressources financières vont souvent alimenter le budget pour le logement. Dans tous les pays, les femmes sont souvent les moteurs essentiels des changements. Les appuis et les engagements des opérateurs vers les femmes sont variables, mais tous prennent en compte, d'une manière ou d'une autre, la part prépondérante qu'elles occupent dans les projets. Ratsy ny aloha dia tena ratsy satria tsy ny ao anatiny zany tsy milalotra, tsisy andohi zany le ao anatiny fa tonga dia briky. Zay le izy dia izy koa zany rehefa avy norana mitete be tsy azo iainana. Le trano vao vita aloha dia tena mitondra fifaliana ho anay mihitsy ary tena faly zay.
na teo amin'ny manodidina raha dia mba ohatran'ny hoe tena afaka mihitsy zany le hoe zavatra niainana tao aloha fa dia tena ohatran'ny hoe nahazo trano vaovao zany ianao dia tena faly zay ny tena marina tena faly aloha satria tena nitondra ohatran'ny hoe zava-baovao amin'ny fiainanao zany le izy fa tsy ohatran'le teo aloha tsony zany. La principale stratégie des partenaires de la FAB consiste à s'appuyer sur les modes de construction et les matériaux existants, en améliorant leur qualité et leur résistance. Ces améliorations amènent parfois à proposer des innovations plus importantes, comme ici au Salvador, l'utilisation de l'adobe à la place du béton. Dans ces cas, les opérateurs intègrent les habitants dès la conception du projet afin qu'ils l'acceptent et se l'approprient. Ellos dijeron, bueno, algunos dijeron, nací en una casa de adobe, crecí en una casa de y voy a seguir en una casa de adobe. ¿Cómo puede ser eso? No, yo ahora quiero algo diferente. Quiero una casa de bloc diferente. Yo estoy aburrida de vivir en casa de adobe. ¿Verdad? Esas fueron algunas expresiones. Pero lo fuimos valorando, se nos dio el video del adobe sismo resistente. La mayoría, ¿verdad?, estaba de acuerdo en construir en adobe. L'investissement des familles, en temps ou en argent, dépend en partie de leur assurance de pouvoir demeurer dans ce nouveau logement. Le problème foncier occupe une place essentielle dans cette sécurisation. La principal causa de la guerra que inicia con el asesinato de San Romero en 1980 es la lucha por el suelo. Les autorités locales sont réticentes à faire des vrais aménagements dans ces quartiers-là. Et en même temps, il y a un peu un statu quo qui fait que les gens sont tolérés ici depuis des dizaines d'années. Donc, on ne sait pas vraiment comment faire pour aller plus loin. Manque de transparence des processus d'acquisition de titres, négligence ou franche hostilité des autorités sont les principaux blocages. Et la précarité foncière demeure une épée de Damoclès au-dessus de la tête des familles. Les projets ont des approches très différentes sur le foncier et à des stades d'avancement très variables. Le chemin ouvert par le Sénégal est peut-être inspirant. L'ONG Urbacen et la Fédération sénégalaise d'habitat jouent un rôle important au niveau de la commune de Djeddah Thiaroye Kao. Ils ont doté la commune une nouvelle cartographie filmée par un drone. Ensuite, ils ont créé une base de données qui a répertorié l'ensemble des propriétaires et l'ensemble des concessions au niveau de la commune de Djeddah Thiaroye Kao. En contrepartie de ce service rendu à la commune, celle-ci délivre des attestations d'occupation foncière aux familles. Ce processus a pu être mis en place grâce à une réelle collaboration entre l'ONG et la ville. La démarche a été lancée il y a plusieurs années, mais pour l'instant, l'État sénégalais ne l'a pas encore concrétisée. Et c'est un point commun à l'ensemble des projets. Quelles que soient les approches retenues, les démarches sont compliquées et surtout extrêmement longues. Et elles dépassent largement la durée d'un projet. Mais le lancement d'un processus pour un groupe d'habitants a valeur d'exemple pour tous les autres. Et il enclenche une dynamique qui peut permettre de sécuriser les générations suivantes. Quelle est l'approche des partenaires de la FAP pour appuyer le changement social? Est-ce qu'il s'agit d'une aide sociale ponctuelle associée à l'intervention technique? Ou bien est-ce que le changement est fondé sur une vision politique? Nos actions qu'on a au niveau de l'habitat et nos actions au niveau du social, elles sont assez complémentaires. En général, les familles qui sont très pauvres ont des problèmes
au niveau de leur habitat et sociaux. mooy gouvernement bi parce que ñu ngi koy liggéey ndax ñu ngi ciy def mu loolu mooy suñu liggéey loolu mooy suñu vocation parce que ñun bu njëkk da ngay xaar état mu ñëw def ñun léegi xaaratuñu état parce que boo gisee ñun ñuy defar ñuy aménager suñuy dëkkuwaay ah di xool fu xal suñu doom yi di jànge di ko fekkee gouvernement bi war koo defaru ko ñun ñuy jël suñu xaalis propre moyen di ci def kon ñun xaaruñu état parce que loolu état la war mais état processus am dafa yéex ñun ñu koy defal suñu bopp parce que ñun xam nañu état ñun ñooy état. No de un partido político. Fundasal no se ha identificado jamás con un partido político en 51 años. Pero cuando enfrentamos lo que está siendo considerado como violación de derechos humanos, se vuelve político, es un tema político. Les partenaires de la Fondation luttent contre le mal logement et, en même temps, ils appuient ou initient un changement social. Et leurs approches sont multiples et différentes. Elles tiennent compte de la complexité des environnements, des jeux d'acteurs et aussi de la culture de leur propre organisation. Mais tous les partenaires se retrouvent autour d'un même objectif, permettre aux habitants d'imaginer leur futur. waaw boobu moo yàlla maye fii bu fukki ak juróom mun naa saasi fi kër gi am beneen kër dëkkaat foofu ñu luwee bi dëkkasi bi ñu am fii dépasse ñu boole si lu ñu am. Дээрээс нь манай бага охин ч нөгөө нэг багасаа байшинд болохыг амар мөрөөддөг байсан. Ер нь бага охин ч л бид нэрээ мөрөөддөг байсан л та. Гэтэ манай охин бага охин бол ингээл байнга байшин зурна. Тэгээ нөгөө нэг юм байшинд байгаа зураг янз бүрийн зураг зурхаараа байшин зурна. Тэгэл нөгөө байшинд ингээ байгаагаараа өөрсдөө ингээ зурдаг гэсэн аахгүй. Тэгээд байшин барихаар боллоо гэсэн чинь манай баг охин бол маш их баярлсан. Одоо ч гэсэн одоо л ингээ одоо дуудахгүй дулаан өрөө гаргаж өгөөрэй гэж байгаа. Merci. Suite à ce film, dans lequel peut-être certains d'entre vous ont pu reconnaître des organisations ou des projets qui connaissent, un petit temps de, si vous voulez bien, de questions-réponses, si vous avez besoin d'éclaircissements, de réactions, de compléments par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous faites. Non. Avant de passer à d'autres éléments ou des compléments de Thibaut et Sophie. J'ai peut-être une question quand même, enfin deux questions, s'il n'y en a pas d'autres. On voit bien, enfin en tout cas au F3E, notamment sur les études qu'on accompagne, de plus en plus de volonté d'avoir des supports aussi vidéo comme celui-là. Donc une question un peu méthodo, on va dire, mais enfin on est au F3E. Sur cette articulation, une question peut-être pour Thierry et pour Thibaut, qu'est-ce qui a motivé le fait de vouloir faire un film en complément du travail de capitalisation plus classique de rapport. Et puis pour Thibaut, comment vous avez articulé un peu le côté analyse, enfin capitalisation plus classique, et puis ce travail de vidéo? Pour nous, c'était intéressant d'avoir un support filmé, de pouvoir le montrer, le diffuser, même chez nous en interne, puisque la Fondation intervient beaucoup en France, mais
c'était important que tout le staff de la Fondation ait aussi conscience de ce qui se passait, de ce qu'on pouvait supporter à l'international. Puis c'était aussi important, ça permet de garder une trace, une mémoire, et ça complémente bien le document là, qui a été réalisé par le COTA. Donc non, c'est surtout ça, quoi. C'est d'avoir vraiment un support. En 20 minutes, on peut évoquer le sujet et lancer le débat. Et au niveau méthodo, alors en fait, initialement, dans les termes de référence de l'étude, il y avait 2 lots. Donc, ce qui laissait supposer que la réalisation vidéo pouvait être faite à part de l'étude de capitalisation à proprement parler. Et donc, en fait, nous, au moment, au niveau du quota, où on a formalisé la réponse, on a compris ce que voulait faire la Fondation, et on a bien vu que les 2 produits de capitalisation étaient indissociables. Donc, on a démarché un réalisateur vidéo, en l'occurrence Éric Mounier, pour intégrer l'équipe, puisqu'on n'avait bien évidemment pas la compétence en interne. Et donc, dès le départ, on s'est articulé avec Éric, avant même d'ailleurs la production de notre offre méthodologique, pour voir comment l'image allait répondre au texte et comment on allait construire les 2 en parallèle, et donc travailler de manière commune. Ce qui veut dire que, alors sans passer en revue toutes les étapes de réalisation des différents livrables, mais au moment où on a commencé à designer le film, et notamment le synopsis, je me souviens, Éric est venu travailler avec nous à Bruxelles. Et c'est un moment où nous-mêmes, on avait tout juste structuré le plan de l'étude et on allait se lancer tout doucement dans la rédaction. Donc on a tapissé les murs du bureau du quota de post-it et autre chose pour voir comment ce qu'on avait fait, nous, en termes de réflexion, pouvait se reverser dans le synopsis d'un film. Et donc, du coup, Éric est reparti définir son synopsis. Ça, c'était quand même son boulot. On n'a pas interféré là-dedans, mais il est reparti avec toute la matière qui était la nôtre à l'époque et qui structurait l'étude de capitalisation. Et puis ensuite, il y a eu des allers-retours vraiment très, très réguliers entre Éric et nous, entre Éric et Thierry, nous tous ensemble autour de la table, jusqu'au moment d'ailleurs où on a revisionné, alors pas les rushs, on a visionné quelque chose qui était déjà un peu mis en forme, mais on a quand même pas mal donné notre avis, on a fait modifier pas mal de choses. Dans l'optique, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est important, non pas de mettre en image ce qu'on avait écrit, mais d'avoir un film qui capte les messages clés de ce qu'on avait pu mettre en avant dans l'étude, tout en les montrant sous un jour un peu différent. Alors déjà lié au fait que c'est un film, bien sûr, c'est plus dynamique. Et aussi, ça donne le temps de s'arrêter sur certains exemples qui ne sont pas nécessairement aussi développés dans l'étude. Donc voilà, on a vraiment recherché cette complémentarité. Je pense qu'au bout du compte, les 2 produits vont assez bien ensemble, peuvent être abordés séparément, mais représentent un kit assez cohérent. Merci. Ça peut peut-être intéresser d'autres qui ont des projets de vidéo autour de leurs travaux d'études ou de réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Non. Oui. Qu'est-ce qui s'est produit de ce travail qui n'était pas attendu au départ? Là, je parle pour moi, qui avait assez réfléchi en amont et avec Claire Doracilly là, pour formaliser ça au travers de termes de référence. Une fois qu'on a lancé cette étude, Thibaut reviendra dessus plus en détail, mais on a fait ça avec une douzaine d'organisations ainsi que aussi leurs représentants partenaires locaux. Et le fait que plein de cultures différentes, pays différents, etc., matchent aussi bien et se retrouvent sur tous les sujets qu'on a abordés, qu'on a proposés, sur lesquels on a réfléchi ensemble. Le fait qu'il y ait une vraie symbiose et que tout le monde se raccorde là-dessus, ça a été vraiment une richesse. Moi, je ne m'attendais pas à autant un maillage aussi impeccable, même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer.
pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Thierry. On va revenir un petit peu sur les principaux enseignements de l'étude, mais de notre point de vue à nous, en tant que facilitateur, accompagnateur de la démarche, ce qui a été inattendu, c'est la façon dont on a structuré l'étude. Je vais le redire, mais on avait des axes de capitalisation initiaux, qui étaient une sorte de feuille de route qui devait cadrer un peu la réflexion. Et en fait, en dialoguant avec les acteurs et avec les organisations, on a vu émerger des choses qui remontaient directement de leur projet, finalement, qui ont complètement re-questionné la grille qu'on avait, que la FAP et le F3E avaient en amont, et à laquelle nous, Cota, on avait adhéré en tant que prestataire. Et donc, en fait, on est arrivé à quelque chose de, je vous le montrerai tout à l'heure, de beaucoup plus varié, de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus riche, finalement. Et donc, moi, de mon point de vue méthodo, ça a été une surprise, en fait, de me dire, mais tiens, les praticiens ont raison, on peut aborder les choses sous cet angle-là, et c'est bien plus riche et bien plus intéressant. Donc voilà, ils ont quelque part réinventé eux-mêmes la structure analytique qu'on a utilisée pour cette capitalisation, alors qu'à la base, ce n'était pas forcément un attendu, et c'était quelque chose de très très positif. Merci. Une deuxième question. Troisième, 2, 3, 4. Donc, la mentalité des propriétaires semble avoir été aussi transformée par le fait d'avoir reçu de nouvelles maisons. Quelles ont été les mesures qui ont été prises par rapport à la santé mentale ? Alors déjà, les propriétaires, ou ce qu'on pourrait appeler communément les bénéficiaires, mais nous on les appelle les habitants, les habitantes, ne reçoivent pas forcément une maison neuve, quoi. C'est tout un processus participatif au sein d'un quartier, dans un quartier précaire, où on peut avoir une démarche, une approche familiale, une démarche un peu aussi collective au niveau du quartier, qui fait qu'on va améliorer les conditions. Mais on n'est pas dans, on refait à neuf et on donne, on n'est pas dans une assistance comme ça, directe. Après, comme on parle d'habitat, on est vraiment au centre de pas mal de choses, puisqu'on part du cœur de l'habitat, l'habitabilité, on est au cœur du foyer, donc la famille, et on est aussi en relation, les liens sociaux entre les différents habitants au sein du quartier, quoi. On va toucher à plein de choses, à l'éducation, à la santé, santé mentale, violence intrafamiliale, les questions de prise en compte du genre, les aspects environnementaux, la mobilité au sein du quartier, quoi. On va toucher à tout un tas de choses, donc... c'est pour ça que c'est complexe, c'est très complexe, ces projets urbains, et qu'il était nécessaire pour nous de vraiment réfléchir avec l'ensemble de nos partenaires, des ONG qui travaillent, pour lesquels certaines avaient l'habitude de travailler sur ce type de projet, amélioration de l'habitat, précarité énergétique, choses comme ça, mais pour d'autres, ils viennent du monde de la protection de l'enfance, ils viennent d'autres horizons, et donc... c'était important, vu la complexité, de se mettre ensemble et de réfléchir à améliorer aussi la qualité des interventions qu'on est amené à fournir au travers de ces projets. Je ne sais pas si je réponds. Oui, bonjour. Moi, c'était par rapport à la démarche, je trouvais vraiment très intéressant de voir les trois démarches qui ont été présentées là. La démarche d'El Salvador, qui est la coopérative de l'ensemble. Donc, rien ne nous appartient, tout est collectif. La démarche à Madagascar, qui est familiale, et puis la troisième démarche, qui est participative au Sénégal. Est-ce que vous savez faire rencontrer, par exemple, ces trois démarches, c'est-à-dire ces trois porteurs, porteuses, habitants, habitantes, pour comprendre ces démarches? Vous savez qu'en Amérique latine, il y a toute une histoire des coopératives de construction, et la coopérative de construction est très empoderante et très renforçante des pouvoirs d'agir. Et puis en plus, ça sert aussi à gagner de l'argent. C'est-à-dire, une fois que les coopératives, les coopérantes sont formées, peuvent aussi travailler à l'extérieur de leur propre maison et gagner leur vie. Ouais, c'était tout l'objectif aussi de cette capitalisation multi-acteurs à plusieurs, c'était de faire rencontrer, on a eu l'occasion, Thibaut va revenir là-dessus, d'échanger sur ces différentes démarches et de pouvoir partager là-dessus. Donc beaucoup ont appris sur les coopératives, mais qui ne sont pas forcément reproductibles partout, on ne peut pas faire du copier-coller, mais bon... Ça quand même, ça laisse des graines germer un peu ailleurs que uniquement en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, où c'est beaucoup plus développé.
peut-être madame, oui, puis... Alors, merci d'abord pour ce film. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment on peut utiliser des capitalisations de façon différente, en effet, et les repartager autrement. Une de mes questions, mais à laquelle vous avez en tout cas partiellement répondu, c'est comment cette capitalisation est-elle diffusée maintenant et utilisée. Et j'avais une autre question, mais qui anticipe peut-être sur la suite des échanges. Le film commence en disant qu'en 2050, les 2 tiers des habitants de la planète vivront dans des villes. Et même si, évidemment, vous l'avez souligné, la complexité des questions urbanistiques est très grande, et le film montre très bien comment vous avez adapté les méthodes aux besoins et aux cultures spécifiques de chaque lieu. Néanmoins, on voit beaucoup de maisons individuelles. Et finalement, à part l'expérience du Salvador, et finalement, quelle est la position qui est souhaitable et possible à développer dans un contexte où on voit bien que le modèle de la maison individuelle va être problématique dans un contexte d'extension urbaine très importante. Alors ça, en fait, à l'heure actuelle, on agit au cœur de ces quartiers précaires qui sont un conglomérat d'habitats de fortune, etc. Et on agit au sein de ces quartiers-là. On n'est pas partisan. L'AFD aussi nous rejoint là-dessus, sur le fait qu'on va déplacer les gens et réaménager des immeubles ailleurs. Comme c'est montré dans le film, hein, la plupart, et ça c'est bon pour tous les quartiers, peu importe les continents, les gens sont là, sont enracinés, aiment leur quartier, même si on peut trouver ça bizarre. Il y a vraiment une vie, des liens sociaux au sein de ces quartiers, donc c'est très important d'agir à partir de là. Et donc là, on évolue effectivement petit pas par petit pas, doucement. Et effectivement, on est sur une logique un peu de villa, de petites maisons individuelles. À Madagascar, on arrive petit à petit à avoir des petits bâtiments qui vont avoir 2, 3, 4 familles au sein d'un même bloc. Donc on arrive à développer un peu comme ça, mais bon, c'est très progressif, on y va tranquille, et bon, on y va aussi avec la conception qu'en ont les habitants, habitantes sur place aussi. Bonjour, Corinne de Peretti de l'Agence française de développement. J'avais une question, qui rejoint peut-être une question posée précédemment, qui est sur comment est-ce que vous sélectionnez les familles qui vont bénéficier de l'amélioration de leur maison, puisque j'imagine que les besoins sont très importants et que finalement, dans un projet, vous pouvez accompagner qu'un certain nombre de familles. Et voilà, comment ça se passe après entre les habitants, entre ceux qui voient leur habitat amélioré et les autres. Alors, il n'y a pas qu'une réponse. C'est assez large. Ça va dépendre, donc en relation, en co-construction avec nos partenaires, à la fois français et leurs représentants aussi au niveau local. Il y a déjà un travail sur l'identification de là où on va intervenir, quel quartier, pourquoi ce quartier est plus défavorisé. Et à partir de ce quartier, il va y avoir vraiment une grande démarche de diagnostic qui va être fait, de liens et de relations avec les différents acteurs au sein du quartier. Et c'est à partir de là que, tout naturellement, le choix va se faire au sein du quartier, en discussion. Des groupes vont se créer, vont proposer, et ça va se faire en bonne harmonie, généralement. Alors, il y a différentes démarches, quoi. C'est dur de répondre en une des démarches pures, puisqu'il y a... Selon les aspects socio-culturels aussi, il y a des variantes. Le rôle, il y a les questions de genre qui jouent aussi pas mal là-dessus. Il y a différents aspects. C'est difficile à répondre synthétiquement là-dessus. Je sais pas, Thibaut, t'as pas... J'aurais pas dit mieux. Effectivement, mais là aussi, on va y revenir. La capitalisation nous a montré une grande diversité de pratiques, alors avec évidemment des fils communs, c'est tout l'intérêt de l'exercice, mais on est quand même sur 12 projets dans 11 pays différents, puisqu'il y avait 2 projets en Mongolie, 18 organisations impliquées, des organisations internationales, des organisations locales, des collectifs d'habitants. On est dans quelque chose de très complexe, avec beaucoup d'illustrations d'une même réalité ou d'une même thématique. Parfois même au sein d'un même projet, on va avoir des déclinaisons un petit peu différentes en fonction des habitants, des habitantes, de la zone dans laquelle les choses se déroulent. Donc
Voilà, il y a des éléments de réponse, mais on ne peut pas proposer une réponse uniforme. Peut-être une dernière question ici. Alors en attendant, parce que j'ai oublié de répondre à l'aspect diffusion de l'étude. Et alors malheureusement, on a terminé cette étude juste à la veille du premier confinement. Ça a marqué quand même. Bon voilà, il a fallu. Et donc nous voilà là aujourd'hui. Là, c'est une première présentation de l'étude. Après, quasiment, on est presque à 2 ans maintenant que l'étude est finie. Mais moi, on a continué autre chose à la place. On développe quoi. Sophie va revenir là-dessus. Mais on avait même prévu un moment, c'était en mai 2020, un événement conjoint avec le F3E et l'AFD qui aurait dû être organisé plus largement. Mais bon, je pense qu'on aura encore l'occasion de pouvoir, en même temps, on espère que à travers ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Fairprod Ygraine, ça soit aussi un facteur de diffusion, en tout cas pour les praticiens. On pense d'abord aux praticiens, à la communauté praticienne. Oui, du coup, j'avais une question, donc je ne sais pas si elle est encore valide par rapport à ce que vous venez de dire. Je voulais savoir en fait si le support image apportait, j'imagine oui, plus de choses que le support écrit, notamment vis-à-vis de la diffusion vers les populations, finalement, vers les habitants et les habitantes, notamment ceux qui ont participé au film. Et du coup, quels effets vous pouvez en attendre dans la mobilisation citoyenne ensuite? Mais on n'en est peut-être pas encore là. On n'a pas trop. Il a été diffusé auprès des différents projets, mais on n'a pas encore une grande échelle de diffusion auprès des habitants, donc je ne peux pas vraiment. Le film, il sert beaucoup pour montrer en 20 minutes à des gens qui sont vraiment extérieurs de comprendre l'ensemble de la démarche. C'est vraiment un point d'entrée fort, je trouve, là-dessus. Bon, en même temps, depuis, moi, j'ai du mal à me rendre compte de l'effet que ça peut faire. Je suis trop dedans. Ok, merci pour vos interventions. On va poursuivre cette table ronde jusqu'à 11h30 avec donc Thibaut qui va nous rentrer un petit peu plus dans le comment de cette capitalisation et surtout quels sont un peu les enseignements. Puis ensuite Sophie qui nous expliquera, qui nous racontera comment ça se poursuit. Oui, donc du coup, moi je vais revenir un petit peu sur la façon dont on a travaillé, les enseignements qu'on en a tirés. Et je vais dire un mot des perspectives, mais alors vraiment un mot, puisque Sophie va prendre le relais sur les choses qui ont été initiées depuis la fin de l'étude. Alors du coup, le film et les premiers échanges ont un peu spoilé ce que je vais vous montrer, donc je vais essayer de ne pas être trop redondant. Donc on se situait bien dans le cadre d'une démarche collective et apprenante, c'est important de le dire. Je l'ai expliqué, nous au COTA, on conçoit tous nos accompagnements comme des leviers au service de l'apprentissage. Et bien évidemment, quand on enclenche une démarche de capitalisation de cette envergure, avec ces objectifs-là, parce que je le rappelle, mais l'objectif central de la Fondation, c'était de soutenir l'émergence d'une communauté apprenante engagée dans la lutte contre le mal-logement. Donc du coup, c'est bien dans ce cadre-là qu'on s'inscrivait. Donc la dimension collective était extrêmement forte dans la démarche qu'on a menée. Et la dimension apprenante l'était également. On a beaucoup interrogé, réinterrogé, réinterrogé, jusqu'à l'épuisement parfois. Mais c'était nécessaire. Donc les deux mots sont vraiment, ils ne sont pas là à titre illustratif, ils sont vraiment des marqueurs très forts de la manière dont on a travaillé. Next, s'il vous plaît. Donc on était déjà dans le cadre d'une démarche multi-acteurs, multi-actrices, avec évidemment la Fondation Abbé Pierre au cœur de la démarche. Je l'ai dit, 18 organisations partenaires, des partenaires plutôt internationaux, organisations françaises majoritairement avec un rayonnement international, et puis des organisations locales. Par local, on entend des organisations implantées dans le pays d'intervention évidemment, mais même dans la zone d'intervention, donc des organisations qui sont parfois même des émanations des habitants. Je pense à la Fédération sénégalaise des habitants. On est clairement dans le cadre d'une organisation qui a émergé des habitants et des habitantes eux-mêmes. C'est important, on y reviendra. On avait donc cette variété d'acteurs qui, bien évidemment, ne sont pas rentrés dans la démarche avec
avec les mêmes moyens, avec la même maîtrise des référentiels de capitalisation, avec le même background socio-culturel. Donc il a fallu tenir compte de tout ça. Et puis on a retrouvé également comme acteurs, bien évidemment, les habitants et les habitantes, parce qu'on a énormément parlé d'eux, vous vous en doutez, mais aussi parce qu'on les a rencontrés. On a eu 2 séminaires collectifs où toutes ces organisations étaient réunies. On était une 50aine de personnes. Et vous imaginez qu'à la fois dans la dynamique de travail et dans les échanges informels, avec le mix interculturel, générationnel, les backgrounds techniques différents, c'était d'une richesse assez incroyable. Et ces séminaires qui ont eu lieu, donc l'un au Sénégal, à Dakar, et l'autre à Madagascar, à Antananarivo, nous ont permis d'avoir des visites de terrain, des projets qui se déroulaient dans ces pays-là et dans ces villes-là. Donc on est allé à Pikine, en banlieue de Dakar, on est aussi allé à Tana, dans les quartiers de la ville basse, où on a pu voir ce qui se passait, on a pu voir les interventions qui étaient proposées, on a pu dialoguer avec les habitants et les habitantes. Et d'ailleurs, on avait soumis, mais je le redirai, notre grille de questionnement. On l'a réinterrogé après avoir dialogué avec les habitants et les habitantes, notamment à Pikine. Donc quelque part, on ne pouvait pas évidemment associer directement ces personnes-là à nos réflexions de manière concrète et opérationnelle et efficace. Mais on est allé les voir, on a dialogué, et on a réinjecté ce que ces personnes-là ont pu nous dire dans notre grille de questionnement. Donc ce travail porte la marque des habitants et des habitantes, au-delà du fait qu'on a énormément parlé d'eux et que les interventions leur sont destinées. J'ai dit qu'il y avait 12 projets, 11 pays dans la démarche. Je ne vais pas tous les lister, mais on couvrait les différents continents. La Mongolie, la Roumanie, le Salvador, le Sénégal, la France aussi. Donc beaucoup de choses très différentes, avec une très très grande richesse d'expérience et de contexte. Thierry l'a dit, les organisations donc, qui étaient membres de cette démarche, qui ont participé à la démarche, travaillaient toutes sur la question de l'habitat, mais avec des portes d'entrée extrêmement variées. On a PADEM en Mongolie, qui par exemple travaillait sur la question du handicap, et donc qui est arrivé au logement par le biais de l'aménagement du logement au regard des handicaps vécus par les personnes. On a des organisations qui travaillaient sur la question de l'enfance. On a des organisations qui travaillaient plus historiquement sur la question de l'habitat. On a le GRS qui travaillait sur des questions énergétiques, le GRDR sur des questions de migration. Donc en fait, on avait une grande variété de portes d'entrée, mais toutes ces organisations se retrouvaient à un moment donné autour de l'intervention sur l'habitat. Je veux bien qu'on revienne en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Donc pour autant, malgré toutes ces différences, on avait quand même une ligne commune très forte. Aucune de ces organisations n'était dans une logique de ces quartiers sont insalubres, on ne peut rien en faire, on déplace les habitants, on les reloge. Je le dis parce que c'est des approches qui ont moins cours aujourd'hui, mais qu'on a pu voir à certaines époques et dans certains contextes. Donc là, il y avait vraiment une forme de reconnaissance du quartier. Il y avait une forme de reconnaissance de la présence des habitants et des habitantes et une volonté vraiment très marquée dans chacun des projets capitalisés de faire ensemble. Mais donc, ça a pris de multiples formes, des réflexions en amont avec les familles sur la façon de réaménager ou de rénover l'habitat, des diagnostics participatifs, une implication dans la construction, une implication dans des mécanismes d'épargne destinés à financer des rénovations ou des réhabilitations. Donc vraiment, ça, ce sont des dénominateurs communs qui nous ont aussi permis d'avoir un socle autour duquel agréger ces acteurs qui, bien évidemment, avaient plein de choses à se raconter, mais qui, à la base, venaient d'environnements très variés et de réalités extrêmement différentes. On peut passer à la slide suivante. Donc d'un point de vue méthodo, je l'ai déjà un peu évoqué, on avait 3 axes initiaux qui étaient les axes identifiés par la Fondation Abbé Pierre et le F3E, 3 axes de questionnement. Donc autour de la sécurisation foncière, des cultures constructives et de la participation des habitants et des habitantes. Donc en fait, nous, on a amorcé notre travail de structuration et de recueil d'informations autour de ces axes-là. On a mené des entretiens avec une quarantaine de représentants des organisations impliquées dans la démarche, ce qui a déjà remis en question un certain nombre de choses. On a dépouillé quand même en profondeur la documentation relative au projet. Donc il y a eu aussi un gros travail d'analyse documentaire. Et puis on a eu des temps collectifs, certains d'entre eux ici à Paris avec les organisations dites
international et dont le siège est basé à Paris. Et puis également des temps de rencontre à l'occasion des séminaires. Et du premier séminaire de Dakar qui est intervenu en gros 4-5 mois après le lancement de la démarche. Au cours de ces moments-là, on a été amené à réinterroger ces 3 axes de questionnement, parce que finalement, ce qu'on nous disait, ce qu'on nous montrait, ce qu'on nous donnait à voir, ce qui était issu des projets, des pratiques des organisations et des praticiens et des praticiennes, ne pouvait pas rentrer dans cette grille à 3 entrées. Elle était pertinente, mais elle avait un côté restrictif, et on ne pouvait pas construire l'analyse autour de ça. Donc en fait, on a vu émerger pas mal de choses, et en l'occurrence 9 thématiques un peu transversales qui ont émergé de tous ces temps de discussion individuels ou collectifs. Et donc on s'est dit avec la Fondation et le F3E qu'on allait croiser ce qui avait émergé de cette collecte de données initiale avec nos axes de questionnement du début, de manière à avoir quelque chose qui reflète davantage la complexité des projets mis en œuvre et des situations vécues, et quelque chose qui laisse aussi de la place à une lecture orientée changement, donc un peu moins balisée dans des axes avec cette espèce de triptyque analytique, mais quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus varié, qui nous aide aussi à nous projeter à différents niveaux de temporalité et à différents niveaux analytiques. Et donc on a abouti à une grille d'analyse à 27 entrées. C'est beaucoup, on en avait 3 au départ, on en a eu 27 à la fin, qu'on peut voir sur la slide suivante. Alors en fait, l'intérêt de cette grille, c'est que du coup, elle croise les axes de préoccupation initiaux, les 3 axes que j'ai évoqués, avec les 9 thématiques qui ont émergé des échanges avec les praticiens et les praticiennes, parmi lesquels on va avoir par exemple la question du genre, l'ingénierie de projet, la modélisation socio-économique, tout un tas de préoccupations qui émergent directement des projets et des actions menées. Et donc en fait, en les croisant, on s'offre une capacité d'analyse des projets eux-mêmes, mais aussi de la globalité de ces projets, à géométrie variable et qu'on peut utiliser quelque part comme on le souhaite. Là, dans le tableau que vous avez sous les yeux, les projets sont ventilés en fonction des points de croisement qu'ils illustrent le mieux. Donc quand on a trouvé, par exemple, qu'un projet était particulièrement pertinent pour illustrer le croisement entre la question du genre et celle de la sécurisation foncière, et je ne prends pas le sujet au hasard parce que l'accès des femmes à la propriété dans des contextes comme ceux-là est quelque chose d'extrêmement sensible et délicat. Du coup, on a mis ici, à titre indicatif, les projets qui représentaient le mieux, qui illustraient le mieux le croisement de ces questionnements-là. Et donc, en fait, vous le voyez, je pense, et on s'en doute en regardant le tableau, chaque projet pourrait se retrouver dans 5, 10, 12, 18 cases de la matrice qu'on a sous les yeux. Nous, ensuite, on a fait des choix et des arbitrages pour donner à voir ce qui était le plus significatif et le plus relevant. Sachant qu'en termes de structure du document, il y a une partie de mise en contexte, il y a une partie d'ouverture et une partie analytique un peu distanciée à la fin. Et au milieu, on a en fait 9 fiches thématiques, donc qui reprennent chacun des 9 axes que vous avez sous les yeux, avec à chaque fois une définition de l'axe, un croisement avec les 3 portes d'entrée de la capitalisation et des exemples de pratiques issus des différents projets, ainsi que des leviers et des obstacles, alors qu'ils ne sont pas un catalogue de bonnes pratiques réplicables clé en main. Ça n'existe pas, et ce n'est pas ça une capitalisation. C'est simplement une mise en lumière de choses qui ont fonctionné à un moment donné, dans des contextes donnés, avec des acteurs donnés, et que du coup, on propose aux autres acteurs dans le but de s'en emparer, de se l'approprier, de le faire évoluer, éventuellement, de le réutiliser dans des contextes différents, sur des interventions différentes. Voilà globalement de quelle manière on a travaillé pour produire cette étude de capitalisation. Je vais vous dire un mot maintenant assez rapidement parce que le film a déjà donné pas mal d'éléments et j'imagine que vous lirez tous et toutes l'étude, peut-être pas dès ce soir, mais au moins avant la fin de la semaine. Mais je vais quand même vous donner quelques billes sur ce qui en est ressorti, donc on peut passer aux slides suivantes. Alors, la grande question pour nous, ça a été autour de cette dimension justement d'acteurs, d'actrices du changement social, puisque je vais vous le dire en 2 mots, au départ, c'était pas évident. On en est, là je vais me spolier moi-même, on en est arrivé à ça, mais au départ, c'était pas gagné, on va le voir un petit peu plus en détail.
On peut passer à la slide d'après. La grosse question qui émerge de ce travail, on est ressorti en fait avec quelques éléments de réponse, mais aussi avec des questionnements. C'est aussi l'intérêt de l'exercice. La grande question, c'est de se dire finalement, est-ce que les organisations qui mènent les interventions qui ont été capitalisées proposent des interventions techniques? Elles interviennent sur l'habitat. Alors, je l'ai dit, elles y arrivent par des portes d'entrée variées, mais in fine, elles interviennent toutes sur l'habitat. Rénovation, réhabilitation, reconstruction, etc. Ou alors, est-ce que ces organisations contribuent à des dynamiques de changement social, de transformation sur les territoires sur lesquels elles interviennent? La question a été un fil rouge de nos travaux, mais elle était encore présente et elle était loin d'être résolue une fois qu'on a eu terminé ce travail de capitalisation. Parmi les éléments de réponse, on voit que la question de la légitimité des organisations, qui est un déterminant très très important dans leur positionnement, est en général une légitimité technique. Elles sont reconnues par les pouvoirs publics, par les habitants, par les bailleurs, parce qu'elles ont un cœur de métier. Voilà, elles sont compétentes dans tel ou tel domaine, elles ont des compétences métiers à faire valoir, donc elles ont une forme de reconnaissance essentiellement technique ou sociale, puisque certaines d'entre elles viennent de l'accompagnement de personnes handicapées, d'enfants ou de familles. Donc en fait, ces organisations sont dans de la délivrance de services avec une plus-value technique incontestée et reconnue par les acteurs. Mais finalement, quand on prend un peu de recul, et c'est ce qu'on a fait avec cet exercice, on voit que l'intervention technique n'est pas une fin en soi. Ce que veulent ces organisations, c'est générer du changement et c'est quelque part délivrer des services qui vont être au service de la reconnaissance de certains droits. Comme l'a dit Thierry, le droit à la ville, le droit au logement, mais on pourrait aller élargir un petit peu le spectre, puisque quand on voit ce qui se passe dans certains quartiers, il y a des droits autres que ceux-là qui sont bafoués, qui ne sont pas respectés. Donc du coup, ces organisations sont, qu'elles le veuillent ou non, des acteurs de changement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que ce positionnement en acteur de changement est plus ou moins conscient, plus ou moins assumé et plus ou moins revendiqué en fonction des organisations. Vous avez vu le témoignage de la personne de la FSH, la Fédération sénégalaise des habitants, il y a une dimension politique très forte. Elle dit en gros, on ne s'occupe pas de nous, donc nous on est là, on occupe le terrain et on fait valoir nos droits. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Le positionnement en acteur de changement, en acteur politique, est affirmé. Pour d'autres organisations, c'était beaucoup moins visible. Et je me souviens à Dakar notamment, il a fallu tout un travail d'accompagnement pour faire sortir un peu la dimension politique de l'action, parce que les organisations, et internationales notamment, étaient beaucoup plus prudentes sur cette dimension politique. Elles sont extérieures au territoire d'intervention, elles n'ont pas forcément la légitimité du terrain. Il y a toujours cette relation un peu ambiguë de l'organisation occidentale qui capte les fonds et qui les flèche vers ses partenaires locaux. Donc le positionnement politique était un peu moins assumé. Il a fini par ressortir. Donc globalement, on est arrivé à un consensus à la fin où finalement, toute cette communauté d'acteurs reconnaît et assume s'engager en faveur de la promotion de certains droits et d'un changement social à des degrés divers et avec des manifestations extrêmement variables en fonction des pays et des interventions. On peut passer à la suite. Donc finalement, une des conclusions à laquelle on arrive, ça c'est l'axe majeur de questionnement et de réflexion. On en est arrivé à l'idée que cette dimension d'acteur de changement et cet équilibre, cette recherche permanente d'équilibre entre une intervention technique et une intervention à finalité davantage politique, peut se décliner selon deux axes, celui de la relation avec les habitants et les habitantes et celui de la relation avec les territoires d'intervention. En termes de relation avec les habitants et les habitantes, il y aurait beaucoup à dire, mais si je devais le résumer, je dirais que toutes ces organisations travaillent vraiment au renforcement du pouvoir d'agir, avec des manières extrêmement variables de le faire. Mais il y a une vraie volonté de travailler en compréhension des habitants, en proximité avec les habitants et les habitantes, en valorisant leur expérience, leur historicité dans les quartiers, sur les territoires d'intervention, en valorisant leurs compétences, leurs expériences. Donc ce lien avec l'habitant est extrêmement fort et il y a vraiment une logique de renforcement, qu'elle soit individuelle, financière, familiale, technique, professionnelle parfois aussi. Je repense en Haïti à la formation des femmes boss par exemple, qui du coup travaillent sur les chantiers et pas uniquement sur la rénovation de leur maison. C'est des femmes qui trouvent pour certaines en tout cas, des débouchés professionnels avec ça.
Donc il y a cette relation à l'habitant qui est extrêmement centrale, extrêmement déterminante dans le positionnement des organisations. Et puis il y a aussi la relation au territoire. Le territoire, dans le cadre de cette étude, on l'a appréhendé non pas comme un territoire de projet ou comme un territoire purement physique ou géographique, on l'a appréhendé comme un réseau d'acteurs. Donc comme quelque chose de mouvant, comme quelque chose de complexe, avec des acteurs qui ont des intérêts divergents ou convergents, qui ont des influences de nature variable, qui ont des moyens de pression ou de coercition ou de facilitation qui sont aussi à géométrie variable. Et donc, de fait, la relation des organisations avec le territoire est quelque chose de fondamental dans leurs interventions. Pour prendre un exemple, quand on parle de plaidoyer, et beaucoup d'organisations font du plaidoyer, ça induit de dialoguer avec les autorités locales et quelque part de les confronter. Mais d'un autre côté, quand on veut sécuriser le foncier, on doit être partenaire de ces autorités locales. Et donc, on voit bien la complexité que peut induire la relation avec un même acteur d'un territoire. Donc ces deux axes sont vraiment structurants, la relation à l'habitant, la relation au territoire. Pour ouvrir un petit peu, et là je vais très rapidement donner la parole à Sophie, on est ressorti aussi de cette démarche avec le constat que la communauté que l'on souhaitait créer et renforcer venait de naître. Les deux séminaires ont été des temps forts, toutes les réflexions qu'on a menées en commun ont été des temps forts aussi, ont abouti à des choses concrètes. Et donc il y avait un besoin d'outiller, de renforcer davantage cette communauté. C'est le travail qui a été réalisé, qui est en cours de réalisation par Fairprod. Donc l'idée, c'était vraiment de faire vivre les enseignements de la capitalisation et de permettre une ingénierie de projet collaborative, des collaborations très concrètes dans certaines interventions, et puis aussi la construction d'une stratégie de plaidoyer commune pour des interpellations cohérentes qui aillent dans une même direction politique et dans une même volonté de transformation. Voilà, je m'arrête là. Je laisse la parole à Sophie qui va nous dire un petit peu comment les choses se sont poursuivies ces 2 dernières années depuis que l'étude a été achevée. Merci. Merci pour ce passage de parole. En effet, moi, je vais vous raconter la suite de l'histoire. Je vais essayer de voir quelque chose avec mes lunettes pleines de buée. Donc, la suite de l'histoire, en fait, comme disait Thibaut, effectivement, la communauté des ONG a pris naissance avec ce travail de capitalisation. Et ensuite, donc, nous, on est arrivé, Fairprod, avec une feuille de route qu'on a travaillé avec la Fondation Abbé Pierre, qui avait en fait 2 jambes, on va dire. Une volonté de création d'une plateforme numérique, donc une plateforme numérique, un outil en fait, comme un site internet, un numérique, qui allait permettre de faire vivre le travail de capitalisation et la communauté elle-même. Et donc, pour travailler cet outil-là, de pouvoir accompagner la communauté à se développer, à prendre conscience aussi de ses leviers, de ses forces. Donc voilà, en même temps, la création de cet outil qui donc allait s'appuyer sur vraiment un accompagnement du développement de la communauté elle-même. Donc on va pouvoir passer à la suite. Voilà, merci. Donc on a travaillé... ouais, encore. Merci. On peut même encore la suivante. Ouais, merci, super. On a travaillé donc sur toute l'année 2021 avec donc la communauté des ONG, du coup, donc à la fois des ONG terrain, mais aussi des ONG sièges, pour co-construire avec elles cette plateforme numérique. Donc pour le faire, on est passé par plusieurs étapes et on est arrivé. Je vous donne déjà non, juste avant, après, merci. C'est un peu... faut suivre, hein, c'est pas évident. On est arrivé en fait à ces 3 items-là. Échanger, se former, communiquer avec l'extérieur. En fait, ces 3 items sont arrivés suite à toutes les étapes que je vais vous détailler après, sur l'année 2021, où en fait, on a réfléchi avec les ONG à essayer de se remémorer les souvenirs et les temps forts qu'ils avaient vécus grâce au travail de capitalisation, puisqu'en fait, comme disait Thibaut, c'était le moment de naissance de cette communauté. Et donc, on a eu plusieurs étapes de travail pour se remémorer ce qui s'est passé, la façon dont elles ont vécu ces moments-là, pour identifier en fait
les ressources de cette communauté, les leviers de fonctionnement positif de cette communauté et du coup les ingrédients de réussite en fait, de fonctionnement de cette communauté-là. Donc, on va pouvoir passer maintenant à la slide suivante. Merci. Donc, on a démarré avec donc un atelier de lancement de façon assez classique, mais ensuite, on a travaillé avec des questionnaires et des entretiens collectifs qui nous ont permis d'approfondir et de partager en fait, ces souvenirs et de mettre en récit en fait, l'histoire de cette communauté naissante et aussi de conscientiser du coup, les leviers de fonctionnement positif de cette communauté. À partir de ce travail-là, vraiment d'exploration, d'investigation co-construite du coup avec les acteurs, on a pu, à travers 2 ateliers ensuite, tendre un miroir, en fait, donner à voir ces éléments de fonctionnement positif qui, du coup, se structuraient donc autour de ces 3 axes-là. D'abord, échanger de façon conviviale, spontanée entre pairs. Ensuite, pouvoir structurer les ressources et les contenus, les connaissances qui étaient produites ensemble ou qu'on apportait chacun individuellement. Et puis ensuite, le 3e espace, c'était le fait de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Donc, il y avait à la fois la question du plaidoyer, mais aussi être visible, tout simplement, ou pouvoir aussi aller chercher de l'information à l'extérieur. Donc, ces 3 espaces-là, ça nous a permis en fait de structurer la plateforme numérique. Et donc, on a travaillé au sein de Fairprod pour donner naissance à cette plateforme à partir de ces 3 espaces-là. On a donc rédigé le cahier des charges avec cette ligne directrice-là. On a donné à voir ensuite des pré-maquettes de la plateforme. On a eu plusieurs séances d'échange avec la FAB, bien sûr, mais aussi avec les ONG aussi, voilà, pour affiner et ajuster ce que ça pouvait donner, la plateforme. Et donc, on a eu ensuite des ateliers de prise en main de la plateforme, puisque cette plateforme, elle a donc un espace accessible à tous. On va voir sur la slide d'après merci. Voilà l'adresse. Donc, FAB Learning Lab. Learning Lab, en fait, c'est le nom que s'est donné la communauté apprenante. Et donc, cette plateforme, elle a un espace public qui est accessible à tous. Vous pouvez aller sur le site dès maintenant. Et puis, il y a un espace privé qui va être réservé aux ONG elles-mêmes, où elles vont pouvoir, donc un peu comme un réseau social, en fait, avec un chat, elles vont pouvoir discuter. Donc, on a l'espace, du coup, d'échange informel et convivial et spontané, parce qu'on peut savoir qui est connecté sur la plateforme en même temps que nous. Ensuite, un espace plus d'organisation et de structuration des ressources. Donc, on va reprendre les catégories qui ont été prises qui ont été travaillées dans la capitalisation pour ranger et classer en fait les ressources qui sont produites par les ONG. Et puis ensuite, un espace où on va pouvoir communiquer vers l'extérieur. Donc, c'est l'espace rendu public sur lequel les ONG vont pouvoir aussi poster là où elles en sont dans leurs projets. Et puis, à terme, pouvoir aussi faire du plaidoyer en commun. Donc, cette plateforme, elle est en version 1 pour l'instant. On est en train de l'améliorer, de la peaufiner. Et la version 2 devrait arriver par la suite, puisque, comme vous l'avez compris, on est vraiment sur une démarche qui avance et qui, du coup, permet une évolution et une amélioration de cet outil-là grâce aux allers-retours avec les ONG. Donc voilà, ça, c'était pour toute l'année 2021 qui a donné naissance à cette plateforme. Et puis, maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Merci. Sophie, peut-être 10 minutes minutes maximum. 10 minutes maximum sur la deuxième partie. D'accord. Il faut que je sois plus rapide, c'est ça. 5 minutes, on me dit. 5 minutes même, ok. Alors, donc pour l'année 2022, on va travailler sur la question de la participation des habitants, puisque ça faisait partie des axes, comme on l'a vu, vraiment principaux dans la capitalisation. Et donc, on propose une formation-action en distanciel, donc qui va avoir lieu sur la plateforme Learning Lab pendant l'année 2022, donc de janvier à juin, pour les ONG donc, qui sont inscrites dans la démarche depuis l'origine. Et cette formation-action va permettre, en fait, alors si on peut passer la slide d'après, merci, va se décliner en plusieurs étapes qui vont permettre de partager des définitions de concepts, bien sûr, sur cette question-là, mais aussi de la méthode et des outils qui vont émaner, alors à la fois de moi en tant qu'intervenante, animatrice des contenus, mais aussi qui vont émaner des ONG, puisque comme on l'a vu dans la vidéo, ils ont déjà des expériences, des connaissances sur cette question-là. Et on va mettre en commun donc, ces contenus-là pour les confronter aux différents chantiers, aux différents terrains sur lesquels travaillent les ONG.
Et on va travailler sur une mise en récit de ces chantiers-là qui vont permettre d'aller vers une évaluation aussi de ces chantiers. Donc, je vais assez vite là sur les 3 étapes. Mais on voit bien que l'idée, en fait, c'est exactement comme on l'a travaillé en 2021, c'est d'aller vers les communautés concernées, donc en fait les communautés d'habitants et d'habitantes, là pour le coup sur la question de l'habitat, et de regarder en fait ce qui fonctionne. C'est-à-dire que pour trouver des solutions, en fait, le parti pris qu'on va développer et qu'on a développé déjà pour créer la plateforme, c'est de regarder là où la communauté est forte en fait. Là où elle a des compétences, là où elle est capable, là où elle a déjà réussi des choses. Donc là, on avait le terrain du travail de capitalisation qui nous a permis d'approfondir ces questions-là. Là, on va le faire exactement de la même façon, en invitant les ONG à travailler la posture pour aller vers les communautés qu'elles connaissent bien sûr déjà, mais d'approfondir en fait cette connaissance en étant dans un questionnement sur les capacités, les compétences collectives des communautés avec lesquelles ils travaillent. On va pouvoir passer à la suite. Donc ici, je vous présente un parcours dont je me suis inspirée en fait pour construire la formation action qui est proposée là pour les ONG. Donc un temps en fait qui va permettre aux acteurs de travailler sur leur propre posture, puisqu'avant d'aller vers les autres et de les questionner, il y a déjà un temps de réflexion sur sa propre posture et la façon dont on va y aller et dans quelle intention on y va. Donc il y a vraiment cette réflexion, comme je disais, de considération en fait des ressources et des compétences des communautés concernées, pour ensuite au fur et à mesure donc ouvrir cet espace de réflexivité et pouvoir aller vers les communautés donc concernées. Les considérer, ça veut dire du coup être en exploration exactement comme moi je l'ai été avec la communauté d'ONG là, que je ne connaissais pas, que je découvrais. J'ai été en exploration de leur fonctionnement. Là, c'est exactement la même chose. Alors évidemment, on va avoir des outils plus adaptés sur le contexte de chaque ONG. Mais voilà, d'aller vers ces communautés et d'être en exploration de leur histoire, de leur origine, depuis quand ce groupe habite là, quelle est la fonction de ce terrain, comment il est organisé, par quel événement ils sont passés, quelles sont les figures d'attachement, par exemple, de ces territoires. Donc de regarder toutes ces indications-là, ça va permettre en fait de construire une représentation et une histoire positive de ce territoire, exactement comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir qualifier en fait les territoires qui sont à la base plutôt stigmatisés ou voilà, sur lesquels on va porter un regard plutôt négatif. Là, au contraire, de pouvoir les qualifier à partir de leurs ressources et à partir de ce constat-là, de le partager évidemment avec les habitants, puisqu'on le construit au fur et à mesure des rencontres, et que cette matière-là permette ensuite de pouvoir travailler sur des projets qui vont être directement les projets des habitants eux-mêmes, puisqu'on le construit à partir de la matière qu'on a constatée avec eux. J'ai encore un peu de temps ou pas? Non, c'est peut-être... C'est juste déjà. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je ne vais pas détailler plus les outils. J'avais prévu de présenter davantage. Mais par contre, peut-être qu'on a un temps d'échange si jamais... c'est bien. Si Oui. jamais Si, on va garder quand même... Merci. Merci beaucoup, Sophie et Thibaut. Effectivement, derrière, il y a des outils qui déclinent ça, qui sont détaillés dans le slide, mais privilégier un temps de questions-réponses avec vous. Donc, s'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez revenir, des interventions, des précisions. Je trouve qu'il y a déjà un élément méthodologique sur la construction d'une communauté de pratique qui peut tout à fait inspirer le F3E en tant que tel. Merci. Peut-être d'autres choses. Vous m'entendez? Oui, ok. Je suis Mégane Gorbani, je suis consultante et fondatrice d'ESFund. Moi, j'avais juste une question un peu pratico-pratique sur la plateforme, à savoir comment vous avez pris en compte les freins d'accessibilité, que ce soit au niveau... je pense notamment si elle cherche à viser les habitants et habitantes, que ce soit au niveau de l'accessibilité, niveau d'éducation ou compréhension du contenu, finalement, d'apprentissage, ou infrastructure numérique. Voilà. Est-ce que c'est des freins que vous avez pris en compte? Et du coup, quels seraient les leviers qui permettraient un peu de renforcer cette accessibilité-là? Voilà.
Alors oui, en effet, ces freins, on les a évoqués dès le démarrage de la construction de la plateforme. Alors dans un premier temps, la plateforme, elle est quand même plus à destination de la communauté des professionnels, des intervenants. Donc en termes de compréhension, du coup, voilà, on est plus sur ce niveau de compréhension-là, et ce public cible, on va dire. Maintenant, l'objectif, effectivement, c'est qu'ensuite, la plateforme elle puisse être accessible aussi aux habitants avec lesquels les ONG travaillent. Ce qu'on a du coup privilégié, donc pour l'instant je vous parle de la version 1 de la plateforme, mais certainement qu'on va pouvoir améliorer ça dans la version 2, c'est tout ce qui va être très visuel. Donc il y a beaucoup de photos et de vidéos qui sont postées sur la plateforme. Et d'ailleurs on propose aussi, en plus de la formation dont je vous parlais, 2 ateliers pour justement se familiariser avec les prises de vue, les prises de vidéo, les prises de son aussi, pour pouvoir capter des contenus facilement accessibles et les poster ensuite sur la plateforme. En même temps, en vous disant ça, on s'est vite aperçu que ce qui pouvait être compliqué aussi, c'était la connexion Internet. Et de pouvoir charger des images, des vidéos, c'était parfois quand même assez compliqué. Donc aujourd'hui, on est un peu face à cette question-là. Je ne sais pas si Thierry, tu veux compléter par rapport à ça, mais voilà, on est un peu face à cette question-là, ce dilemme qu'il faut qu'on puisse travailler. Donc on est en train d'y réfléchir ensemble. Voilà. Bonjour, merci. En fait, je voulais faire le lien un peu avec des discussions qu'on a eues hier dans des ateliers aussi sur donc une communauté de pratique qui a survécu pendant le confinement sur des logiques de capitalisation, d'évaluation en ECACI. Et là où on se demande comment on va continuer, est venue l'idée, pourquoi pas, de continuer avec un espace numérique d'échange entre nous. Et en parallèle, dans un autre atelier, on discutait sur l'analyse situationnelle qu'on travaille avec des publics, comment faire du diagnostic et autres. Et était ressorti parmi toutes les propositions le fait de travailler avec ces outils numériques aussi, mais l'importance des outils d'éducation populaire, des techniques, de se rencontrer, tout ça. Donc moi, je ne sais pas encore comment peuvent se juxtaposer ou dialoguer l'éducation populaire et les rencontres d'un côté et puis le numérique, auquel moi je suis moins familière aussi. Et je me demandais si donc dans cet outil-là, est-ce que vous intégrez avec des fonctionnalités, des possibilités d'échange en direct, des possibilités d'animation, pour au-delà de l'accessibilité, quoi. Et puis, est-ce que ce travail de communauté un peu en ligne va se faire aussi en lien avec des rencontres humaines, voilà. Et c'est un peu ma question sur en quoi ce choix-là aussi, il est subi du fait de la crise, du fait peut-être des contraintes de déplacement et que du coup on s'oriente là-dedans, ou est-ce que vous choisissez cet outil en ligne pour ses fonctionnalités parce que ça apporte quelque chose de plus qu'on n'avait pas avant du fait peut-être des difficultés de rencontre. Voilà. Une réponse assez courte et puis après. Oui, je fais rapide. Alors c'est une très bonne question et ça a vraiment animé nos travaux pendant toute l'année 2021. D'emblée, on a positionné cette plateforme non pas comme une finalité, mais vraiment comme un outil. Ça reste un outil et donc tout va dépendre de l'intention qu'on a. Et l'intention, c'est ce dont vous parliez en fait, c'est ce qu'on a envie d'en faire, c'est pourquoi on le fait et quel sens on va donner en fait à cet outil. Donc on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Au sein de Fairprod, donc moi je suis pas du tout spécialiste des outils numériques. Il y avait un autre collègue, Arnaud, qui lui a pu créer la plateforme. Et donc notre enjeu à nous, c'était justement de nous articuler pour donner sens à cet outil à partir de ce qu'on travaillait de façon humaine, j'ai envie de dire, dans les interactions avec les ONG. Donc cet outil, il est vraiment dans le souci de pouvoir répondre à ces besoins humains, on va dire, de communiquer et du coup au fonctionnement de la communauté dont je parlais tout à l'heure. Donc on a vraiment cherché à coller au maximum au fonctionnement positif de cette communauté, comme je disais, par rapport à l'échange spontané. Donc on a réfléchi toujours aux fonctionnalités par rapport à ces objectifs-là. Donc on a essayé modestement de faire ce mariage entre des outils, des réflexions plus d'animation communautaire en fait et d'éducation populaire, et puis un outil numérique plus classique, on va dire. Je voulais juste rajouter que de toute façon l'option numérique avait été déjà prise avant la crise sanitaire, étant donné qu'on est quand même sur un échange
de pères qui sont sur plusieurs continents. Donc il fallait de toute façon quelque chose qui permette d'échanger de manière plus régulière que simplement 1 ou 2 rencontres par an. Et encore, c'est loin d'être gagné de rassembler toutes les personnes qui ont pu être rassemblées dans cet exercice de capitalisation. On ne peut pas faire ça même 1 fois par an, c'est compliqué. Donc le numérique, c'est vraiment révélé indispensable. Merci, je crois qu'on arrive au terme de cette table ronde puisque ça pousse derrière, on va dire. On aurait pu continuer, mais il y a d'autres choses après. Donc merci à tous les 3 pour vos interventions. Merci de vous être adaptés aussi sur l'horaire de la matinée. Et puis bonne continuation à l'année prochaine. Merci. Au revoir. Merci aux intervenants, intervenantes. Cette belle expérience d'apprentissage entre pairs, d'échange entre pairs, et puis aussi communauté pratique, qui est une façon de cristalliser cette démarche et qui nous permet en tant qu'organisation justement d'apprendre en tant que collectif, en tant que territoire. Donc on va passer sans trop tarder à une nouvelle phase de cette matinée. Nous allons travailler cette fois-ci autour d'une table ronde pour une inclusion transformative. Pour cette table ronde-là, il y aura une de nos intervenantes, Tamara Moss, qui va nous parler en anglais. Donc vous comptez avec des casques que vous trouverez derrière si vous en avez besoin. En sachant qu'il y a un seul canal, donc si vous les gardez tout le temps, quand on parle en français, vous entendrez en anglais. Et voilà, donc allez chercher vos casques. Vous pouvez aussi profiter pour aller chercher un croissant, un café. Et on va, en attendant, que vous vous équipez, que vous êtes prêts. Donc je vais